Quelles sont ces qualités qui te sont propres? Pas facile à dire. Est-ce que tu as été accompagné pour ça? J'ai pleuré. Et donc, il y avait quelque chose que aller voir le psy, c'est être faible. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas la vision que j'en ai. Bienvenue dans ce podcast dédié à la préparation mentale. Je suis Rémi Veller, préparateur mental, enseignant de yoga, formé à la sophrologie. Depuis janvier 2020, j'accompagne des sportifs. J'interviens dans des structures sportives de la région voironnaise et grenobloise. La plupart de ces sportifs sont des adolescents, de jeunes adultes de 12 à 18 ans. D'autres sont adultes, sportifs pros, entraîneurs. Ce podcast part d'un constat. La préparation mentale est aujourd'hui de partout, omniprésente dans tous les médias. Et pourtant, elle est encore mal connue du grand public, des entraîneurs et des athlètes eux-mêmes. Afin de mieux comprendre ce qu'est la prépa mentale, il m'a semblé intéressant de donner la parole aux acteurs eux-mêmes, les sportifs, les entraîneurs. Feedback, c'est informer, ouvrir les esprits, donner des pistes de réflexion. C'est avant tout sensibiliser les jeunes générations à la préparation mentale, leur permettre de s'inspirer de leurs aînés. La préparation mentale est bien plus vaste que ce qu'on imagine. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble à travers les témoignages collectés dans cette série de podcasts. Je vous souhaite une belle écoute. Donc bonjour tout le monde, bienvenue Camille dans cet épisode numéro 2 de Feedback. Très heureux de te recevoir, très heureux Merci. de faire ta connaissance. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Camille Sirgue. Je suis une ancienne joueuse de basket, désormais retraitée depuis quelques années. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du lieu dans lequel on se trouve actuellement? Ouais, on est dans les locaux du BCTM qui sont situés au siège de Work 2000. C'est un lieu où les équipes peuvent se retrouver, ou en tout cas sont les salariés. Les salariés du club sont là. Un lieu stratégique au cœur du BCTM, La stratégie, elle est peut-être plus au gymnase, mais c'est en vrai? tout cas, c'est des lieux d'échange et de travail. Ok. Dans cette salle, vous faisiez des choses particulières, vous retrouviez un petit peu dans cet endroit? Ouais, ici, c'est le lieu où on faisait les vidéos à l'époque. On les faisait pas au gymnase parce l'équipe n'était pas équipée, donc et le Work 2000 l'était, donc ils nous mettaient à disposition du coup la salle où on faisait nos vidéos d'avant-match pour les préparer, aussi de feedback sur les prestations d'avant. D'accord, des débriefings, des Des stratégies, réflexions briefings, stratégiques. ouais, aussi première réunion de l'année, aussi quand tout le monde arrive, Ouais, ça se passait souvent là. Quand le président devait taper du poing sur la table, ça se passait aussi là. ok, Donc c'était des lieux un peu formels quand même. ok. Et après, de temps en temps, des repas plus conviviaux et plutôt informels. Un petit mot sur Jean-Claude Pic qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. J'ai pas connu, voilà, si tu avais un Ouais, mot à... Jean-Claude, c'est quelqu'un qui du coup dirigeait Work 2000, qui était président du BCTM depuis de nombreuses années, qui a donné beaucoup d'amour, de son temps et d'énergie pour que le club féminin évolue. Il avait à cœur que le club aille au plus haut niveau, donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment investi et qui a mis ses tripes dans le club. Donc maintenant, il nous a quittés et le club doit trouver un nouveau souffle avec le changement. Voilà, quand le système il bouge, et ben, il faut que tout le monde se réadapte. Les recadrages dont tu parlais, le concernant, quand il claquait le poing sur la table, ça venait heurter peut-être des valeurs qui lui étaient propres. Enfin, c'est dans quel cadre les recadrages? Jean-Claude, c'était un compétiteur, hein. Il était boxeur, Ah ouais, golfeur, d'accord. il a fait du tennis. Donc, c'était quelqu'un qui aimait que ses joueuses se donnent. Déjà, il les appelait ses joueuses. Et il aimait que tout le monde se donne à fond et il aimait pas perdre. D'accord. Donc, Un winner. forcément, des fois, on a eu des années difficiles, notamment la saison pendant le Covid. Où Jean-Claude, voilà, il avait pu littéralement taper du poing sur la table. Mais c'était pas, c'était dans un objectif de nous remobiliser, de nous motiver et de nous sensibiliser. C'était jamais dans un contexte malveillant. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ta carrière en basket, la découverte du basket, quand tu étais enfant, comment c'est arrivé dans ta vie? Ouais, alors moi j'ai grandi dans un petit village dans le sud-ouest où il y avait 2000 habitants.
J'ai grandi vite. Qui s'appelle? Ça s'appelle Requista. Mhm. J'ai grandi très vite parce que j'ai un papa grand et du coup, physiquement, j'ai eu besoin de... Mes parents ont voulu m'inscrire au sport pour m'aider à coordonner, on va dire, à apprendre à utiliser mon corps. Motricité. Ouais, voilà, la motricité. Et dans un village de 2000 habitants, il n'y a pas beaucoup de choix. Et en fait, mes parents connaissaient quelqu'un qui était au basket. Donc, hop, je me suis fait embarquer dans le basket. Et à l'époque, en fait, il y avait des entraîneurs qui allaient dans des clubs, des entraîneurs départementaux. Donc, j'ai été repérée comme ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait les sélections départementales. Je suis rentrée dans une section sportive en 6e, 5e. Ok. Puis après, C'était où? à Baraqueville, dans la banlieue de Baraqueville. Baraqueville, tout à D'accord. fait. Ouais. C'est un petit village, pareil, c'est dans la banlieue de Rodez, Ok, entre super. Rodez et Albi. Donc dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, tout Dans à fait. l'Aveyron. Et après, j'ai suivi le cursus fédéral classique, Pôle Espoir à Toulouse. En parallèle, les sélections régionales, zone, présélection pour l'INSEP, le camp national. Et je suis arrivée à l'INSEP pour mes 3 années lycée. D'accord. À quel âge tu as commencé le basket? Je dirais à 5 ans. D'accord. 5 ans, toute petite. Étais-tu issu d'une famille de sport, sportive, orientée basket? Alors, mon père était sportif. Dans le sud-ouest, plutôt rugby quand même. Ah ouais, Donc, d'accord. pas Il y a trop, quoi? Il pas y a trop Albi, basket. je crois. Ouais, il y a Albi. Et puis après, dans chaque petit village a son club de rugby. En tout cas, à l'époque, avait. Et puis dans ma famille, globalement, tout le monde suit le rugby. Ok. Et c'est à peu près tout. Ma maman n'est pas sportive, ma sœur non plus, mes grands-parents non plus. Donc c'est Et le vraiment. rugby, ça t'aurait plu? Ouais, je pense dans une certaine mesure. Après, maintenant je me dis, franchement, jouer à l'intérieur dans une salle, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même pas encore très développé le rugby féminin non plus. C'est ça. Donc je suis même pas sûre qu'il y avait vraiment quelque chose de féminin. Peut-être pour les tout petits, où c'est assez mixte, mais après... C'est sûr que chaque année, ça se développe un peu plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réponses, en tout Ouais. cas, à cette... Et de visibilité, demande, c'est voilà, possible. Mm. On sort du cliché masculinisme un peu rugby égale homme viril. Mm. Ouais. Ouais. Donc, 3 ans à l'INSEP. Ton parcours pro, après, dans ton cheminement pro, qu'est-ce que ça a été? Moi, je suis sortie de l'INSEP donc je suis allée en National 1 à Colomiers. C'est pas ce qu'ils appellent à l'INSEP une sortie très positive parce que généralement ils attendent qu'on aille en ligue féminine. Moi, j'étais pas prête en fait, et ça m'a fait du bien de revenir à Toulouse, proche des miens. Et donc j'ai fait une année à Colomiers, après une année où j'avais une double licence entre Colomiers qui était en N1 et Toulouse en ligue féminine. Ok. Donc où je m'entraînais et je jouais avec les 2 clubs. Après j'ai fait une année à Chartres en Ligue 2. Et je suis venue à la Tronche-Mélan, où à l'époque on était en N1. Donc j'ai dû faire 2 années en N1 et puis après on est monté en Ligue 2. En Ligue 2, d'accord. Les 3 années à l'INSEP, comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé tout simplement? Tout simplement. L'INSEP, c'est pour moi, je pense, la chance que j'ai eue, c'est que je ne connaissais pas. En fait, mes parents ne connaissaient pas, donc j'ai tout découvert en y allant. Et j'avais pas d'attendu particulier, donc j'ai pu vivre ça comme ça s'est présenté à moi. C'est pas toujours évident. Ma première année à l'INSEP, on a gagné 0 match. Donc en fait, quand tu es compétiteur, qu'on te dit que tu es le meilleur de ta génération et que tu arrives et que tu gagnes pas un match, ton premier match de l'année, tu perds de plus de 70 points, ce qui n'arrivait pas. Là, tu te dis, waouh, il y a du chemin. Il y a du chemin, et les coachs nous l'avaient dit. Ils nous ont dit, là, c'est pas du travail qu'on a, c'est un chantier. Ah ouais, directement. Direct, premier débriefing dans les vestiaires, donc je m'en rappelle bien. C'était où? Ou contre qui? C'était à l'INSEP, mais c'était contre un club du Nord qui n'existe plus maintenant. Et donc, bon, on travaille, et à la phase de retour, on n'avait perdu que de 1 point contre le même club. Ok. Donc, on voit la progression, mais voilà, ça a été une année un peu difficile. Et en fait,
À la fin de la première année, à l'INSEP, il y a des joueuses qui sont écartées. Il y a souvent 3-4 joueuses qui sont écartées. Et donc moi, je faisais partie des joueuses qui étaient pressenties pour être... je dis écartée, mais c'est viré. Enfin, voilà, j'étais un peu plus doux peut-être, écartée. Et donc ma place n'était pas garantie pour les années suivantes. Et donc, bon, l'INSEP n'est pas... en tout cas, à l'époque, la partie émotionnelle n'était pas très bien prise en charge parce qu'on m'a annoncé ça la veille des vacances de Noël, sur le quai de la gare. Donc, la dimension émotionnelle, symbolique, pour une jeune fille, elle était quand même... ça a été très violent, en fait, pour moi, de repartir chez moi pendant 15 jours en te disant, je ne sais pas si je vais être gardée. Comment tu l'as su, ça? Comment c'est arrivé? C'est les coachs qui l'annoncent, en fait. Et moi, donc souvent, c'est lié à la performance. On dit, t'es pas assez performant, donc, et tu te développes pas assez vite. Et pas, en tout cas, aux attendus qu'on a dans un pôle France. Donc, on te met de côté et on va trouver un centre de formation qui voudra bien de toi. D'accord. Et donc, moi, cette annonce, elle s'est fait vraiment avant Noël. Donc, symboliquement, ça a été violent. Et en fait, en plus, ce qui a été dur, c'est qu'on m'a dit, en fait, on n'a rien à te reprocher, Camille. Tu travailles bien, mais c'est juste que on a une joueuse qui pourrait rentrer à l'INSEP et qui a plus de conditions physiques que toi, qui est plus athlétique, qui est plus grande, etc. Donc, on aimerait plutôt travailler avec elle qu'avec toi. Donc, c'est assez dur quand même, hein, quand tu sais que tu n'as rien à faire et voilà, que ça ne dépend pas de toi. Pour resituer, t'as quel âge là, à cette époque-là? J'étais en première année de lycée, donc là j'en ai 15 ans, je pense. C'est ça. Ouais, 15 ans, Tu sortais voilà. d'un pôle, et puis... Ouais, c'est ça. 15 ans. Et donc, quand tu parles de cette accumulation de défaites, vous jouiez quel niveau? On jouait en NF1. NF1, Ouais, d'accord. donc alors que Donc, normalement contre des on aurait adultes, contre c'est des ça? adultes, ouais. Ça, c'est effectivement une problématique de se retrouver des adolescents contre des adultes et essayer d'être performante dans cet environnement-là. Ouais, il y a pour des générations pour lesquelles c'est plus ou moins facile. Voilà, mais pour nous, ça a été, en tout cas pour notre génération, ça a été plus difficile de passer ce cap, parce qu'il y a le développement physique, mais il y a aussi le jeu n'est pas le même en minime ou en senior. Bien sûr, ouais. Tout se développe. Entre cet écart d'âge, il y a un gap énorme entre une jeune ado et puis les capacités d'une adulte, quoi, tout simplement. Mais c'est tout l'enjeu de l'INSEP, de faire passer ce cap. D'accélérer les acquis, l'apprentissage, le développement. On revient à cet événement, donc la veille de tes vacances de Noël, tu apprends cette décision. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as été accompagné pour ça? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as réagi? J'ai pleuré. Heureusement que je rentrais dans ma famille après. Pour moi, ma famille, ça a toujours été un pilier dans ma carrière sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Et de revenir symboliquement aussi dans l'Aveyron, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien, d'être loin de tout ce qui peut se passer dans le sport et de revenir dans la campagne aussi. Prendre du recul. Prendre du recul, souffler, mettre à distance toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir. Et après, je pense que j'ai continué avec un regain aussi d'énergie en disant vous voulez me virer, vous allez voir que en fait vous aurez tort et je suis capable. T'as piqué au vif. Ouais, je pense aussi un peu. De toute façon, moi je crois qu'il y a quand même beaucoup de part d'ego dans tout ça. Et finalement, après, donc c'était Lucien Legrand aussi, qui est un grand monsieur et qui était le directeur du pôle France et qui m'avait finalement dit on te garde. Voilà, ça à quel moment c'est arrivé? Ça a dû arriver au début du printemps. Ok, donc il y a une période quand même de 2-3 mois de troubles, de doutes. C'est ça. Tu as réagi, du coup Ouais, je pense que j'ai réagi sportivement. Après, le rythme à l'INSEP est tellement dense. Les cours, ils commencent à 7h45, tu finis à 10h30, 11h, tu as entraînement. Enfin, t'enchaînes tellement que la part aussi de réflexion que tu peux avoir, elle est limitée parce que la fatigue, le rythme prend le pas.
T'as pas le temps de cogiter? Ouais, moins, je Ok, pense. t'enchaînes. Tout à Ok. fait. On n'a pas parlé des 2 années que tu as passées au pôle de Toulouse, et ça m'intéresse dans le sens où bah, c'est la première fois que tu quittais probablement l'environnement familial. Là, tu avais 13-14 ans. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu étais accompagné Hmm. sur ces années-là, en fait? Alors moi, en fait, quand je suis allée en section sportive à Baraqueville en 6e, 5e, j'étais déjà interne. Ok, Parce que c'est à 45 minutes de chez mes parents. ok. Et c'était pas possible de faire les allers-retours, donc j'étais déjà interne la semaine. Au pôle, je dirais que ça s'est bien passé. Après, pour moi, il y a aussi ce gap de... je viens d'un village de 2000 habitants, j'ai un fort accent aveyronnais et je débarque à la ville. Donc, ça n'a pas été évident. Il y a des moqueries, non? Ouais, forcément. C'est vrai? Ouais, je D'accord. pense. Euh, Forcément des moqueries et puis même après de comment on se protège et dans la vie du groupe, comment on fait aussi effet de groupe pour se protéger de ces moqueries-là. En tout cas, j'étais très sensible à ça. Euh, et après, j'ai aussi découvert ce que c'était la compétition parce que moi, je connaissais pas l'INSEP ni les équipes de France, tout ça, ça me paraissait très loin. C'était à chaque fois, en fait, j'étais prise et on me disait, ah, il y a une étape encore supplémentaire. Ah bon, go, allons-y, découvrons ça. Et du coup, en arrivant au pôle, j'ai découvert ce que c'était, en fait, que la compétition et moi, j'ai vécu une situation un peu difficile ma deuxième année où j'étais au camp national. J'étais prise pour faire les tests en équipe de France, etc. Et si je me blessais, en fait, c'était une de mes coéquipières qui y allait à ma place, Au au camp camp national, national. d'accord. Ouais. C'est une porte d'entrée pour l'INSEP. Voilà, exactement. C'est la sélection, la suite Ouais, logique pour pour rentrer à intégrer l'INSEP. l'INSEP. Et du coup, c'est là où comment on fait équipe au pôle collectivement, mais à la fois la carrière individuelle, elle commence aussi là. Mhm. Parce que en fait, Faire sa place. c'est l'une ou l'autre, quoi. Il Mhm. faut faire sa place. Elle était au pôle de Toulouse Elle aussi? était au pôle de D'accord. Toulouse, ouais. Donc vous étiez directement confrontés au quotidien, l'une à l'autre. En tout Ouais, cas, vous viviez ensemble. ouais, tout à Et fait. la relation, comment ça se passait? Euh, Globalement bien. Après, je pense que, en tout cas, moi aujourd'hui, je pense qu'il y avait de l'hypocrisie et c'était difficile d'être complètement authentique. Mhm. Je peux dire ça aujourd'hui parce que j'ai bientôt 30 ans, mais à l'époque, pour moi, c'était... Il y avait quelque chose un peu de marche, avance, conforme-toi aux attendus, sinon ça passera pas. Mhm. Euh, C'est quand même assez incroyable de retrouver une telle rivalité au sein même d'un pôle pour aller vers ce mm, camp national, mm, puisque le camp national, c'est une détection nationale. mm. Du coup, on aurait pu imaginer que cette concurrence soit dans Ouais, un autre pôle ailleurs en France, quoi. Et là, que vous soyez au même ouais, endroit. au même endroit, Mm. 2 saisons du coup, Ouais, enfin 2 saisons. ouais, ouais, ouais. Et D'accord. surtout la deuxième, parce que c'est notre deuxième saison où ça enclenche pour les tests à l'INSEP et le camp national. Mais ouais, c'est pas évident. Est-ce que, alors, est-ce qu'il y avait une aide, donc on parlait de l'accompagnement quand, dans cette transition et dans cette période où tu as dû rebondir à Mm, l'INSEP. Donc là, ce que j'ai compris, c'est surtout ton environnement familial qui t'a aidé à cette époque-là mm, et des ressources propres qui te mm. sont propres. Quelles Ouais. sont ces ressources? Quelles sont ces qualités qui te sont propres? Hmm. Pas facile à dire. Euh, Aujourd'hui, je dirais quand même que je suis quelqu'un de résilient, Mhm. euh, de quelqu'un qui a de l'empathie et de plutôt de travailleur. Et je pense que ce qui a été ma force aussi, c'est d'être bonne sur le terrain, en fait, de me donner à fond sur le terrain, d'être performante sur le terrain pour mieux vivre tout l'à côté, un peu, et que ma légitimité dans le groupe et dans ces structures-là, elle passait par ma performance sur le terrain. Ok. Est-ce que vous aviez été sensibilisé à la dimension mentale euh, à l'INSET d'une part, mais déjà à Toulouse? euh,
Est-ce que au pôle régional de Toulouse, là, les 2 années que tu as fait là-bas, est-ce qu'il y avait déjà une sensibilisation? Je crois que tu m'as parlé peut-être de rendez-vous avec une psy, Une psy, ouais, ouais, obligatoire en fait, hein. voilà, Ça c'est exactement. réglementaire. Ça faisait partie, comme on peut avoir des tests médicaux pour savoir si notre cœur va bien, si nos poumons vont bien, et ben on avait aussi 2 rendez-vous annuels obligatoires avec la psychologue pour savoir si notre esprit allait bien. Mais sinon, on n'a pas eu en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a eu, mais on n'a pas eu de sensibilisation spécifique sur l'accompagnement mental. Et je pense que c'est vraiment les coachs qui portaient ça à une période où en fait les entraîneurs, on les voit plus que nos propres parents dans une période de construction identitaire. En tout cas pour moi, l'entraîneur du pôle, qui est Guillaume Cormon, m'a beaucoup soutenue. Voilà, dans le lien, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi joué ce rôle-là. Ok, d'accord. Qui prenait une place particulière sur cette dimension-là. D'accord. Ouais, et c'est vraiment ce que je dis. En fait, le coach, à un moment donné, c'est lui qui te fait ton feedback sur tes performances, qui est présent avec toi au quotidien. Tu le vois plusieurs fois par jour, tu le vois le week-end. Et alors que tes parents, ben, tu les as au téléphone et tu les vois un peu le week-end. Mais du coup, il y a quelque chose où le coach peut, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, mais joue une sorte de rôle parental dans cette période-là. Ouais, il cumule un petit peu les casquettes. Ouais. Et, du coup, ouais. Tout à fait. Il y a peut-être une problématique de discernement aussi, de posture, voilà, qui est peut-être pas évidente pour lui à gérer aussi. Ouais, et même pour nous, en fait, aussi, moi, en tant que joueuse, je pense que j'avais aussi besoin de quelqu'un qui guide, qui donne une direction. Et je pense qu'il a aussi joué ce rôle-là. Qui donne une direction sur la trajectoire de ta carrière. Ouais, Ouais, sur la d'accord. trajectoire de la carrière, sur la vie en collectif aussi, que c'est lui qui pose le cadre de comment ça doit être au pôle. Donc c'est le parent un peu normatif sur les règles de vie là-haut. Et donc les rendez-vous psy à cette époque-là, toi qui étais toute jeune, comment tu abordais ces rendez-vous? Comment tu les accueillais? Je pense que j'avais quand même la trouille que la psy, elle dise que j'allais pas bien dans la tête et qu'elle fasse en sorte que je m'en aille du pôle. D'accord. Tu voyais ça comme une menace? Ouais, une menace. Et puis, moi, je viens d'un milieu très rural où en tout cas, l'accompagnement mental, quel qu'il soit, n'avait peut-être pas la bonne image. Et donc, il y avait quelque chose que aller voir le psy, c'est être faible. Aujourd'hui, c'est pas la vision que j'en ai. Mais je pense que plus jeune, il y avait un raccourci un biais tout à fait, de si je me montre vulnérable face à une psychologue, alors je me mets en danger. Aujourd'hui, quel serait ton regard par rapport à ça? Aujourd'hui, je pense que c'est très bien. Après, la difficulté que j'y vois, c'est que peut-être c'est des psys qui sont là pour accompagner des adultes et qu'on est aussi adolescents. Et je m'interroge plutôt sur l'accompagnement d'un pédopsy, de quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur l'accompagnement de ces jeunes adolescents compétiteurs et du coup vraiment quelque chose de plus spécifique. Et j'ai pas le souvenir que c'est quelque chose qui était comme ça à l'époque. D'où l'intérêt de développer cette dimension et de proposer un accompagnement spécifique dans les structures. Donc moi j'interviens au pôle là-haut avec Virginie Dalla Costa, peut-être tu la connais? Non, et l'idée c'est vraiment d'être au plus proche. Alors l'avantage que ça présente aussi, cette bulle PM et psy, c'est qu'il y a une notion de neutralité en fait. Ils sont plus en face de leurs parents, ils sont pas en face de leurs parents, ils sont pas en face des coachs, ils sont dans un espace neutre où tout est possible, on peut exprimer tout ce qu'on veut finalement. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de... Et pas d'impact sur le terrain, dans la vision du coach, sur la performance. Donc ça, c'est pas d'effet secondaire, ouais. exactement. Donc il y a un petit peu plus de liberté, du coup, ce sont des espaces qui ont tendance à se développer, je pense, dans de nombreux pôles, en tout cas, je pense aujourd'hui. Ouais, moi je pense que c'est essentiel parce que ça arrive très tôt dans la vie des joueurs.
Et en fait, la carrière, elle démarre vraiment dans une période de crise identitaire, voilà, donc je pense que c'est vraiment essentiel qu'il y ait cet accompagnement et qu'il soit dissocié de celui du terrain. Voilà, crise identitaire, de construction et de confrontation immédiate, puisque les partenaires sont aussi de potentiels adversaires, quoi, et Ouais. puis chacun joue sa place, quoi. Et c'est ce que tu disais, en fait, il y a l'aspect collectif, le vivre ensemble, mais il y a aussi la trajectoire individuelle qui est importante, quoi. Donc faire du tri là-dedans, C'est pas à cet âge-là, évident. c'est pas évident, quoi. Ouais, et de savoir d'où l'on vient. Enfin, moi, je viens pas d'un milieu sportif. J'avais connaissance de strictement rien. Je savais même pas que le pôle existait. Les équipes de France, tout ça, ça me paraissait être à des années-lumière. Et je venais vraiment de... Enfin, ça me fait écho, mais un Indien dans la ville, quoi. D'accord. Voilà, de découvrir tout ça, tout ce monde-là, ça a été assez violent Et tu aussi. prendrais ça comme un handicap, ne pas avoir connaissance de cet environnement, de le découvrir comme ça, dans l'instant T? D'une certaine manière, je dirais que non, mais c'est vraiment propre à moi. Mais en tout cas, l'analyse que j'en ai, c'est que ça a été ma force que... bon, les coachs, forcément, ils nous en mettent des choses dans la tête en disant ta trajectoire, elle sera peut-être celle-ci, ça se passe comme ci, comme ça. Mais pour moi, ça a été une force parce que j'attendais rien, en fait. J'avais pas... Forcément, on me disait ah, tu peux faire ci, tout ça, donc ça devenait un objectif qu'on m'avait construit, mais il n'était pas inné. Et comme mes parents n'en avaient pas non plus pour moi, j'avais pas... Ce que j'ai pu observer, en tout cas, c'est que certains enfants jouaient la carrière que les parents n'avaient pas pu avoir. Par procuration, Ouais. comme on dit. Et moi, c'était pas le cas, Ok. du tout. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait du bien aussi et qui m'a pas... Je l'ai vécu pour moi. Ok. On parle beaucoup de projets, on invite les jeunes à cet âge-là, et je trouve que c'est vraiment pas évident. En tout cas, on essaye de les accompagner dans la construction et dans l'appropriation de leurs propres projets. Enfin, c'est quelque chose qui est pas évident à mettre en place à cet âge-là, à construire. Est-ce que c'est un projet, un peu comme tu l'exprimais tout à l'heure, que l'on nous remet entre les mains, que l'on nous... pas que l'on nous impose, mais en tout cas, est-ce que c'est un projet qui vient vraiment... Quelles étaient les sources de motivation pour toi? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir dans toutes ces années-là? D'aller, de te déplacer, de quitter ton village, d'aller à la première grande ville, puis Toulouse, puis l'INSEP. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? L'ego, L'ego, pourquoi l'ego? T'étais fière, ouais, l'ego? carrément. Ouais. La fierté de réussir, d'être performante, de gagner. Ouais. Je pense que ça, c'est indéniable qu'il y a quand même une place de l'ego là-dedans, en tout cas pour moi. La fierté aussi pour la famille. Malgré tout, je pense que de voir mes parents fiers, ça, c'est quand même aussi C'était important pour moi. Et je dirais le goût du challenge. J'avais quand même cette envie de voir, de me dépasser. Okay. Voilà, donc je dirais que les sources de motivation, elles étaient aussi là. D'accord. Et et c'est contradictoire, hein, j'en ai conscience, mais à la fois le cocon protecteur que je pouvais avoir, j'ai eu un besoin à un moment donné aussi de le percer et de voir, de m'ouvrir à ce que la vie pouvait m'apporter. De prendre ton baluchon, de partir à l'aventure. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Tout à fait. Et puis voilà, je pense qu'il y a ça dans la motivation. Mais clairement, en tout cas pour moi, ça a été le basket. Mais je me dis, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de vraiment sportif. Ça a été plutôt une aventure. Aujourd'hui, je me définirais pas comme quelqu'un de sportif qui va au ski, qui fait ci tous les week-ends, qui a besoin de ça. J'ai plutôt vécu cette aventure comme ça aurait pu être le rugby, l'athlétisme ou peu importe. Il y a un alignement qui a fait que c'était le basket à un moment donné. Mais voilà, ça a plutôt été je me suis jetée dedans, mais ça aurait pu être autre chose. Et donc ça t'a aidé à te révéler, à te réaliser, à apprendre à te dépasser, tu disais, à apprendre plus sur toi-même.
à développer peut-être de nouvelles compétences? Bien sûr, je pense que ça m'a apporté beaucoup de maturité. Mmh. Ça, c'est indéniable. En fait, c'est une école accélérée quand même. Les émotions, les passages de la vie, les choix qui doivent être faits, les objectifs, il faut les faire dans un temps plus contraint, Bien plus sûr, tôt. bien sûr. Donc, ça m'a fait gagner en maturité assez rapidement. Mmh. Euh, et en effet, ça m'a ouvert l'esprit. C'est ce qui m'a aussi, c'est mes fondations de qui je suis, de la femme que je suis aujourd'hui. Ok, ok. Tes regrets ou pas? Non? Il y a des choses que tu aurais faites différemment aujourd'hui avec... C'est pas des regrets, mais je, aujourd'hui, je pense que j'ai une estime de moi et une confiance en moi qui est pas la même que quand j'en avais 15 ans. Mhm. Ce que je regrette, c'est de peut-être pas avoir affirmé mes origines, de qui je suis Ok, vraiment, ok. et de m'être conformée un peu au moule Faire pour partie du faire groupe. partie du groupe et surtout pas être à côté. Ah Parce que je pense que j'étais pas assez solide à l'époque pour Ok. vivre ce à côté. ouais. Mhm. Voilà, donc c'est pas un regret parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'aller de l'avant Oui, puis et de me conformer. ça venait nourrir aussi un besoin d'appartenance, Ouais. d'identification, d'appartenance, qui t'aide aussi à te développer. Donc tu rentres dans le moule, mais aussi c'est ce moule-là qui te permet de te développer. Donc c'est un peu, ouais, c'est pas évident, c'est un tiraillement en fait entre... Un peu les deux, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et de pas toujours dire ce qu'on Mm, pense mm, parce que, au mm, risque d'être différent. mm. Oser Voilà. être, et tu vois, chez les Mm. jeunes, peut-être c'est une piste d'accompagnement, vraiment aller chercher ses racines, ses valeurs intrinsèques, cette singularité que chacun a, et cette diversité qu'on peut amener au groupe, en fait, au collectif, qui enrichit le groupe. Si tout le monde est pareil dans un groupe, le groupe n'a pas de relief, finalement. Et du coup, moins de ressources, probablement. Voilà, c'est une réflexion. Mais Vas-y, tout je te à laisse fait, rebondir. je suis d'accord avec ça. Après, c'est que ça arrive tôt, en fait, Ouais, et ouais. qu'aujourd'hui, c'est plus facile de l'analyser quand on a Ouais, une ouais. expérience Bien de sûr, vie, bien sûr. quand on a bénéficié d'apports théoriques sur la vie d'un groupe, sur l'équipe, Mhm. sur comment ça se passe. Mais Mhm. quand on y est dedans, Mhm. pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la survie, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais, puis surtout que tout arrive très vite. Les sélections, les détections, ces 2 années hyper intenses. Trouver un centre de formation, le rêve d'INSEP, tout va très vite sur ces 2 années-là. Et effectivement, on n'a pas forcément le temps de prendre du recul, ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas comment ça s'appelle, l'espace en fait pour ça, quoi. Ouais, il y a l'espace, il y a le temps et je suis pas sûre même la maturité Ouais, ouais, ouais. à 14-15 ans D'où d'aller l'intérêt aussi loin. de l'accompagnement, peut-être les inviter à se questionner en tout cas, sans dire de développer d'aller trop loin, de développer une maturité trop avancée, Non. mais en tout cas de se questionner Ouais. là-dessus. Se D'où l'intérêt. questionner et je pense d'accueillir aussi les émotions, les peurs Ouais. et les tiraillements Mm. dont on parlait. Ok. Bon, bah, très bien, merci pour ce cadre-là. Donc vraiment, c'est la première partie de ta carrière. Ensuite, donc les clubs, donc la carrière Ouais. pro. Du coup, moi, j'ai fait mes 2 ans à Toulouse, l'INSEP. Après l'INSEP, je suis partie jouer à Colomiers en NF1 dans la banlieue de Toulouse. Mhm. J'ai fait une seconde année dans cette région-là avec une double licence, Colomiers en NF1 et Toulouse en Ligue féminine. Ok. Après, hop, j'ai fait un tremplin à Chartres en Ligue 2. J'ai basculé après à la Tronche-Mélan en NF1, puis en Ligue 2. Comment t'es arrivé à la Tronche-Mélan? Comment ça s'est passé? Plutôt bien. À l'époque, c'est moi qui avais démarché Michael Corté parce que j'avais Qu'on connaît bien, qu'on remercie, Et qu'on oui, salue. tout à fait, parce que j'avais une copine qui jouait pour lui. Et moi, en fait, j'ai toujours poursuivi mes études à côté du sport. Et donc, je cherchais un endroit où je pouvais à la fois finaliser mes études et jouer à un niveau qui me paraissait OK. Ok. Et je sortais d'une saison personnellement difficile à Chartres, donc en Ligue 2, et j'ai eu ce souhait de revenir à un F1 pour retrouver de la confiance, du temps de jeu
et repartir sur des bases solides. Ok. Parce que ça, c'est l'une de tes spécificités. Tu as mené à chaque fois un double projet avec Ouais. ta carrière pro au basket. Tu as suivi des études Ouais, et ensuite tout à fait, une à chaque carrière pro. fois. À chaque fois, j'ai essayé de trouver un club où je pouvais jouer et où je pouvais faire mes études à côté. Mhm. Donc moi, j'ai un diplôme de travailleur social. Ok. En fait, pour moi, c'était important parce que je trouve que le milieu du sport et du basket, c'est très... tout le monde se connaît, c'est très fermé, tout le monde a le même rythme, on parle des mêmes choses. Et j'avais besoin d'ouverture, de Ok. dire qu'il y a un monde à côté de la carrière sportive. Donc déjà, de voir des gens qui n'étaient pas dans le sport, c'était très rafraîchissant pour moi. Des gens qui étaient éloignés de ça, qui avaient les pieds sur la réalité, la terre. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui m'a fait du bien. Mhm. Et j'avais aussi ce besoin de ne pas être... le sport, ça me nourrissait à un certain endroit, mais j'avais aussi besoin d'être nourrie intellectuellement, Bien en fait, sûr. de bénéficier de savoir et de ne pas rester ramollo. Donc voilà, j'avais aussi besoin de... Pour moi, ça a contribué à mon équilibre. Même si ça a des limites où la fatigue, l'organisation. Moi, entre 2 entraînements, j'allais en cours. Le kiné, c'était à 7h du matin parce qu'après, il fallait aller en Enchaîner. cours ou après l'entraînement. C'est à 19h. Donc forcément, l'organisation n'est pas la même, mais j'y trouvais plus de bénéfices et d'équilibre. Dans un équilibre, dans une logique d'un Ouais, équilibre personnel. tout à fait. Et du coup, ça a duré combien de temps, là, cette période de formation, d'études? J'ai eu 3 ans d'études Ok. et à la fin de mes études, une de mes anciennes enseignantes, Mhm. Florence, que tu as Ok, ok, rencontrée, ok, m'a embauchée au CCAS de Grenoble. ok. Et en fait, j'ai bossé en permanence à côté. Voilà, pendant tout le temps où j'ai travaillé, j'étais au club au BCTM. D'accord. Donc, tu menais une vie pro au basket quasiment et Ouais, pro dans la vie courante, quoi. ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Donc D'accord. Enfin, donc, c'était des horaires aménagés, là, au niveau de ton employeur au CCAS. Du coup, comment vous aviez trouvé un équilibre? Il y avait Euh, un aménagement particulier? pas tant. J'avais un aménagement sur quelques jours de la semaine pour être libérée le vendredi pour pouvoir partir en déplacement. Ok. Et puis, Florence, ma chef, était très souple sur voilà, s'il fallait que je parte un peu plus tôt. Enfin, ça n'a jamais posé On problème. salue Florence. Voilà. Merci pour ce contact. Et par contre, au basket, Mike et le club a fait aussi preuve d'aménagement où je m'entraînais pas je m'entraînais pas le matin. Mhm. Je m'entraînais. Enfin, au début, quand je suis arrivée, je m'entraînais un peu les matins et à la fin, je m'entraînais uniquement en soirée. Donc Ok, plutôt sur du collectif et pas le développement individuel qui ok, pouvait être proposé le matin. ok. Et ça te convenait? Ouais. Ça te permettait, enfin, tu étais performante. Comment ça se passait sur le terrain quand tu étais à Chartres avant de venir, c'était à Chartres, avant de venir à Ici. Mélan-la-Tronche, ouais. Ouais, Tu à disais Chartres, que c'était un peu difficile. voilà, ça a Ouais, été un peu plus difficile. En fait, avant d'arriver à Chartres, j'ai eu l'équipe de France U20, moins de ouais, 20 ans. d'accord. Au championnat d'Europe, on a fait une contre-performance. Ok, Avec qui le lien avec le staff a été très difficile. Ça a laissé une cicatrice et une blessure que j'ai soignée quand je suis arrivée à Chartres, mais ce qui s'est fait ressentir dans mes performances individuelles, ok, où l'équipe était très performante parce que cette année-là, on fait vice-championne. Mais où moi, alors j'étais performante dans le jeu, mais j'étais incapable de mettre un panier à 3 points, ce qui était quand même ma qualité première, d'accord. ce pourquoi on m'avait embauchée. Ok, Donc ça n'a pas été évident à gérer et du coup c'est là où j'ai fait appel à un prépa mental. ok. Donc comment t'expliquer ce manque de réussite? Comment vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez identifié par rapport à cette problématique? Je pense pour moi en tout cas ce qui se jouait c'était le cercle vicieux de je marque pas, je perds confiance et Mhm. comme j'ai pas confiance, le bras il tremble un peu plus Bien donc sûr. j'arrive pas à reprendre confiance et Ok. hop j'étais dans ce cycle là. Mhm.
Donc, CEP Mouniol, qui existe toujours. Spécialiste de respi aujourd'hui. Oui, voilà. Respi nasal. Bon, je le connais pas personnellement, mais je vois bien le travail qu'il fait. Et m'a justement aidé sur le travail respiratoire et on a travaillé aussi autour de la visualisation. Ok. Voilà, pour essayer de retrouver une assise dans la confiance. Ok. Et être plus performante sur le terrain. Il parlait déjà de respiration à cette époque-là? Tout à fait. Il avait C'était déjà... ses débuts, je pense. C'était quelle année, du coup, ça? Il y a longtemps. Long time ago. Okay. Voilà, peut-être 2015-2016, par là, une dizaine d'années. Cet accompagnement a duré combien de temps, du coup? Quelques mois, je dirais sur la deuxième partie de saison, sur la fin. Et qui, dans mon organisation, n'était pas non plus facile à caler, donc à trouver du temps pour ça, c'était pas évident et je pense qu'il y aurait eu besoin que je fasse plus, mais j'avais pas, j'étais pas prête à ça à l'époque. Est-ce que cet accompagnement a apporté des bénéfices malgré tout ou... Je pense que ça m'a aidé à construire la suite de mon projet, à relativiser aussi quelle est la place de la performance individuelle dans un collectif. Et quand le collectif performe aussi, quelle place on redonne à chaque chose. Donc ça m'a... En tout cas, c'était un espace de parole qui m'a aidé à mettre des mots sur des ressentis. Ok. Et ça s'est arrêté, cet accompagnement, quand tu as quitté Chartres, c'est ça? Tu aurais pu poursuivre avec lui, même à distance, ça se fait? Ouais, ça se fait, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas... Enfin, t'as pas ressenti le besoin, t'as pas... Je pense que, après, c'est ma vérité à moi et c'est très personnel, mais moi, j'ai toujours eu ce besoin de tourner la page. Je change de club, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Switch, exactement. Il y a un avant, il y a un après, et Chartres, j'avais besoin de passer à autre chose aussi. Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé ici au BCTM qui t'a permis de... 8 saisons, c'est pas rien. Ouais. Ils t'ont aidé, ils t'ont accompagné dans cet, en tout cas, aménagement, permettre de faire tes études. Il y a un contexte particulier, je suppose. Qu'est-ce que tu as trouvé ici de particulier? Des gens chouettes. C'est quoi des gens chouettes? Des gens authentiques, des gens entiers. Jean-Claude, typiquement, c'est quelqu'un qui était entier. Mike, voilà. Mike est quelqu'un d'entier. Et j'avais aussi des connaissances, notamment ma très bonne amie Marie-Lie. Du coup, je pense que j'ai trouvé une dimension humaine et aussi, sur côté basket, en fait, j'ai pu rentrer dans la proposition de jeu que faisait Mike. Et l'un dans l'autre, ça a contribué à mon épanouissement. J'avais une thématique dans mon questionnaire sur l'identité du territoire. Toi qui viens de l'Aveyron, un environnement plutôt dur, montagneux. Est-ce que tu retrouves des choses ici à Mélan? Est-ce qu'il y a des choses différentes à Chartres? Est-ce qu'il y a une identité du territoire, des valeurs ou des choses dans lesquelles tu puisses te retrouver, quoi? C'est possible. Des similitudes? Déjà, ne serait-ce qu'en termes de visualisation, moi, quand je suis partie de Chartres, c'était plat de chez plat, dans la bosse, et j'arrive ici, les montagnes. C'était très étouffant pour moi. Les montagnes? Les montagnes. Au début, c'était l'horreur. Parce que ce sentiment d'être étouffé, d'être toujours enclavé dans quelque chose de très fermé. Mais bon, ça passe, on s'adapte. L'Aveyron, tu étais un peu en altitude quand même, non? Oui, l'Aveyron, c'est beaucoup plus vallonné. C'est plus un plateau qu'autre chose. C'est vallonné 600. 600, d'accord. Donc ça permet en fait c'est l'Aveyron, mais c'est le long de la vallée du Tarn, donc c'est très vallonné, et donc on a toujours du point de vue. Alors qu'à Chartres, c'est plat, donc voilà. Et ici, au contraire, t'es vite au fond. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose... J'étais plus mature aussi. Peut-être j'avais vieilli de quelques années, donc plus solide pour recommencer dans un club avec une personne ressource que je connaissais
et un club Donc la joueuse accueillant. dont tu parlais, Ouais, tout à qui fait. s'appelle? Marie-Lie Limousin, Ok, voilà, qui elle aussi a fait le pôle de Voiron, qui a fait l'INSEP, et on s'est retrouvés ici. Donc d'accord. on n'a pas joué ensemble ici parce que c'était une année où elle était blessée. Mhm. Mais en tout cas, je pense d'avoir quelqu'un aussi de repère, un pilier, ça a été Une important aide, pour moi. un Ouais, ancrage. un ancrage, Ok, exactement. ok. Très bien. Est-ce que plaisir et performance, est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, sur une autre thématique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, qui peut être compatible en fait? On parle beaucoup de prendre du plaisir, donc tu nous as beaucoup parlé de difficultés, hein, de Mm, difficultés humaines, de faire sa place, d'être mm, confronté à des échéances, à des décisions, à changer d'environnement, à un manque de réussite. ouais. C'est vraiment quelque chose Mm, difficile à porter. Et puis on parle souvent de prendre du plaisir dans la mm. performance. Est-ce que c'est compatible, cette Ouais, je idée-là? pense, hein. Ouais. Sinon, c'est vrai qu'on a commencé par tout ce qui allait pas, mais forcément, il y a des choses à côté qui le font. Et s'il n'y avait pas de plaisir, enfin, je ne sais pas si j'aurais tenu aussi dans mon humble carrière. Mhm. Mais forcément, les réussites, les médailles, la performance, enfin, oui, ça vient nourrir le plaisir. Donc plutôt des récompenses quand tu parles de médailles. Donc c'est plutôt en fin de Mm, parcours qu'on collecte et qu'on obtient les ouais. médailles. Mais tout au long d'une saison, est-ce qu'on arrive enfin, quelle est la part de plaisir? Pareil, on est sur la thématique peut-être de la motivation, mais quelle est la part de Mm. plaisir à maintenir un engagement de ce niveau-là, avec de telles épreuves, en fait, de telles remises en question, en fait? Ouais, c'est une question qui est pas évidente pour Mhm. moi. Ouais. C'est vrai que dans la saison, il y a quelque chose d'automatisme, mais le plaisir, il est quand même dans ben, le fait de gagner, Mhm. Mhm. le fait d'évoluer. Mhm. Ce que je disais à l'INSEP, bah, tu perds ton premier match de 76, au match retour, tu perds que de 1 point. Mhm. Ok, tu as perdu, mais tu as évolué. Être en Donc, mesure d'identifier la la progression. progression. Ouais. Je pense que Mhm. ça, c'est quand même une source de plaisir de voir qu'on évolue, qu'on Mhm. progresse, qu'on Mhm. avance. De gagner des matchs, ça forcément, ça aide. Techniquement, quand il y a des choses auxquelles on n'arrivait pas et que désormais on y arrive, ça aussi, plutôt à titre individuel, mais techniquement, de voir son pourcentage d'adresse augmenter, Mhm. voilà, je pense que ça contribue Et au ça, quand tu as plaisir. la tête dans le guidon, t'es pas forcément. Il faut prendre un minimum de recul pour voir cette progression, Mm, identifier des mm, indicateurs, faire des métriques. Je ne sais pas trop comment vous y prenez, mais quand on a la tête dans le guidon, est-ce qu'on mesure cette progression? Est-ce qu'on a conscience de cette progression? Comment on prend conscience de cette progression? Est-ce que c'est pas plutôt en fin de carrière qu'on mesure mm. cette progression? Eh Tout au long ben, de la saison, est-ce qu'il y a une démarche particulière? en fait, je pense que quand tu es jeune, tu as tellement de choses à apprendre Ouais, que la progression, elle est évidente. ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Alors que quand t'es plus aguerri, Mhm. bah, d'avancer sur quand tu es à 70% de réussite et de passer à 72, bah, c'est Mhm. plus Mhm. dur. Mhm. Et donc, je pense que le plaisir, il vient ailleurs. Euh, mais je pense que ouais, dans la jeunesse, c'est plus facile. Et après, au quotidien, bah oui, quand tu es professionnel, tu avances toujours. Hein. Mais je pense que le plaisir, il vient de se voir en forme, de se voir marqué. Et plutôt, ça s'inverse, de dire bah, je suis toujours capable de, Mhm. peut-être. Mhm. Et en effet, quand tu as terminé, bah, forcément, la rétrospective, oui, tu te dis waouh, tout ce que j'ai fait. Il y a plusieurs phases. En lien avec cette question autour du plaisir de la performance, il y a cette idée, on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Est-ce que Ouais. tu t'es senti en difficulté sur le plan de la santé mentale tout au long de ta carrière? Alors, adolescent, on a bien compris que oui, Mm. Mm. que c'était très confrontant. Enfin, et puis Ouais. dans ton parcours pro, comment ça s'est stabilisé? Quelles ressources tu as utilisées? Comment tu as régulé ça en fait? Et ben, je pense, pour moi, ça s'est joué sur le fait que j'avais quelque chose à côté. Ok, Mes études, ok. un boulot. Et de voir d'autres personnes, de sortir du Mm, basket, mm, de dire mm. qu'il y a...
Parce que quand tu es au pôle, bah, les gens avec qui tu joues, c'est aussi les gens avec qui tu es en cours, c'est aussi les gens Bien avec sûr, qui tu dors, tu bien sûr. manges. Donc en fait, tu es vraiment dans quelque chose qui est contenu et contenant, Mmh, mais mmh, où tout se passe au même endroit. mmh. Et quand j'ai pu avoir des amis qui n'étaient pas au basket, une vie à côté où tout ne se résume pas au basket, pour moi, ça c'est venu s'équilibrer à cet endroit-là. Alors c'est super intéressant parce que ODU là, de Lille, Yancy Dufour nous enseignait le triple projet. Et quand je Mm. suis arrivé dans les structures, on parlait essentiellement de De double double projet. projet. Mm. Et là, j'ai fait enfin voilà, et le Mm. triple projet, donc c'est l'aspect sportif, scolaire Et ta vie perso. et la vie perso. Mm. Et c'est hallucinant que Mm. dans des structures encore, on ne parle que du double Mm. projet, qu'on mette complètement de Ouais. côté le développement personnel Mm. de l'individu, quoi. Oui. Ouais, Ça a un côté maltraitant, en fait. exactement, Et moi, je pense, du coup, j'ai un avis un peu critique sur ça, tout à mais fait, je je comprends. pense que, en effet, aujourd'hui, le parcours fédéral et le système, sans prendre en considération ce développement personnel, est maltraitant. Mm, Parce que, au regard du nombre de places qu'il y a en Ligue féminine, en équipe de France, forcément, il y a plein de joueuses qui ne vont pas y arriver. bien sûr. Euh, et en tout cas, qui vont pas arriver à ce Graal, à Mm, ce mm, sésame-là. Elles vont arriver mm. à autre chose, mais pas à ça. Et du coup, je trouve que le développement personnel, il est essentiel pour permettre à ces joueuses qui ne vont pas atteindre ça de quand même avancer et de ne pas vivre ça comme un échec Mm. et d'avoir des ressources autres et une vie autre que le basket. Mm. Et c'est Michael Campo qui utilise l'image du tabouret avec les 3 pieds Ouais. qui permettent de rester debout. Et là, actuellement, c'est l'Université de Montpellier là, qui est en train de développer un outil, Fabien Cadet, que j'ai eu cette semaine là, au téléphone en visio, qui développe un outil sur Mm. cette dimension pour accompagner les jeunes autour de ce Mm. triple projet. Donc ça commence à À évoluer évoluer. et j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même une tendance qui Mm. intègre la dimension Mm. humaine qui me semble Ouais. essentielle, quoi. Moi, je Qui peux me te semble donner essentielle. un exemple assez criant. En fait, quand j'étais à l'INSEP, il y a une joueuse qui a fait une tentative de suicide. Et, D'accord. une de mes coéquipières. Et en fait, on ne l'a... il ne s'est rien passé. On n'a pas eu d'accompagnement psy, on n'a pas eu d'échange, on n'a rien eu, en fait. Il n'y a pas eu même de temps pour reconnaître ce qui s'était passé. Et en fait, c'est passé vraiment Sous les radars. sous les radars, complètement. Et bon, à l'époque, c'est ce que je te disais, tu as la performance. Moi, je suis même pas sûre à ce moment-là d'en avoir parlé à mes parents, de peur qu'ils me retirent finalement de l'INSEP. Et c'est... Et t'as pas le temps de penser, d'élaborer, t'es jeune, tu te rends pas compte de ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis ça, c'était une situation extrêmement maltraitante, Bien sûr. qu'on n'ait pas eu d'accompagnement autour de ce sujet-là. Mhm. Ouais, ouais, ça devient même un sujet tabou. On ferme, Ouais. on fait Et abstraction. surtout, faut pas que ça s'ébruite Ouais, ouais. pour l'avenir de la joueuse, pour l'image de l'INSEP sûr. et de sa fédération. Mhm. Donc, ouais, il y a quelque chose où vraiment, on le glisse et surtout que ça ne s'ébruite pas. Mhm. Et aujourd'hui, je me rends bien compte à quel point c'est symptomatique d'un accompagnement personnel qui manque. Bien sûr. Ouais, ouais. Ne pas s'identifier qu'à ses stats, qu'à ses performances. Mm. Je suis autre chose que le rôle de joueuse Mais et de carrément. mes performances sur le terrain. Mm. Parce que, et c'est la particularité aussi de ton profil. Tu as toujours eu ce double projet, cette double casquette, joueuse, voilà, parce qu'arrive la fin de carrière à un moment ou à un Mm. autre. Et ça, c'est une transition difficile. Donc, tu peux nous en parler de cette transition, de cette fin de carrière? Ouais, c'est pas évident de décider, de se dire à quel moment j'arrête. J'arrête et je passe à autre chose parce que y a beaucoup de sacrifices, il y a une carrière, et il y a la fin aussi du statut de joueuse. Moi, c'est marrant parce que des gens qui me connaissent pas, quand ils apprennent que je suis une ancienne sportive professionnelle et de haut niveau, que j'ai fait des équipes de France, etc., on voit dans le regard qu'il y a quelque chose qui change.
Et donc, de perdre ce statut-là, Mhm. c'est aussi perdre une certaine forme d'identité. Bien sûr. Et quand on se présente, enfin moi je suis toujours attentive à ça quand les gens se présentent, bonjour, je suis Camille et quoi? Et je suis qui et je fais quoi? Donc souvent les gens parlent de leur boulot, etc. Et moi à l'époque, c'était souvent bonjour, je suis Camille, sportive, basketteuse professionnelle, etc. Et donc il y a une part qui s'arrête, qui Qui disparaît. meurt en fait. Ouais. Et c'est OK, de toute façon c'est le cycle de la nature. Enfin, il y a des choses qui meurent, qui renaissent. Mhm. Mhm. Et du coup, ça n'a pas été évident de cheminer mentalement sur ça Mhm. Mhm. et de prendre cette décision d'arrêter. Donc voilà, j'ai hésité pendant quelques années et finalement, ma dernière année, j'ai commencé la saison en disant bon, c'est la dernière et je vais en profiter à chaque étape. Je sais que c'est ma dernière présentation, c'est mon dernier match à Voiron, c'est mon dernier match. Et ça m'a vraiment aidée Et toute l'équipe était au courant parce que c'était important pour moi de vivre ça avec elle. C'est un aspect symbolique, hein, il y a d'autres joueuses qui le feront différemment. Mais j'ai vraiment cheminé pour arrêter. Mhm. Et du coup, tu as arrêté jeune. Qu'est-ce qui a motivé cet arrêt? Qu'est-ce qui a précipité cet arrêt? Qui a favorisé cette décision? Je dirais la fatigue. On parle la fatigue de mener quand même ce double projet, Ok. triple projet, Ouais, ma en vie l'occurrence. perso, ma Mhm. vie pro Mhm. et le basket. Mhm. J'étais, je pense, un peu usée de ça. Mhm. La notion de plaisir, où les déplacements devenaient de plus en plus durs. En général, quand la fatigue est là, on apprécie moins Les choses, facilement les choses. voilà. Ouais. Mhm. J'avais de plus en plus de mal à me déplacer, L'usure. m'entraîner. Ouais, voilà, je commençais à user et je voulais vraiment que ce soit moi qui décide et pas mon corps Mhm. qui me l'impose. Mhm. Euh, et il y a ça, et je dirais le deuxième aspect, c'est que quand même j'ai connu des belles années. J'ai eu des récompenses en championnat d'Europe. Au BCTM, on a gagné des choses. Mhm. On a gagné la Coupe de France, on est monté en division, on a été vice-championne. J'ai été MVP de la Coupe de France. Ok. Donc tout ça, il y a eu des réussites collectives et individuelles Mhm. qui font que je pense que j'étais aussi à l'aise. J'avais atteint quelque chose, Ok. un but. Satisfaite, Ouais, exactement, nourrie j'avais intérieurement. gagné. Ouais. Et je me sentais aussi prête peut-être à vivre sans le basket. Ok. Voilà. Et Mhm. même si j'ai arrêté, mais j'ai quand même eu... Clément Sanchez, qui est le coach actuel du BCTM, m'a permis d'être son assistante pendant une année Ok. pour quand même me détacher progressivement. Mhm. Et j'ai aussi suivi une thérapie pendant 1 an quand j'ai arrêté pour faire un peu ma rétrospective et mettre des mots Mhm. sur tout ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, forcément, je n'ai pas le même prisme de lecture sur ma carrière que j'aurais pu l'avoir il y a quelques temps. Ok. Si tu veux en parler, cette thérapie, qu'est-ce que ça t'a apporté, sans rentrer dans le détail du contenu, mais en quoi ça t'a aidé? Je pense que ça m'a libérée de certaines choses, de comprendre aussi le fonctionnement, de mettre des mots sur Mhm. ce que j'ai vécu, sur ce Mhm. qui s'est passé, Mhm. de où étaient mes besoins, mes trouilles, et d'analyser différemment ma carrière. Euh, par exemple, ce qu'on disait de la maltraitance, c'est en échangeant avec la thérapeute où j'ai pu comprendre aussi des situations que j'avais pourquoi je les avais mal vécues et de quoi j'aurais eu besoin, en Mhm. fait. Voilà, donc ça m'a aussi permis de me libérer Mhm. et d'analyser Ça ma carrière. ça t'a aidé à franchir ce pas? Pas de regret, pas envie de revenir en arrière et de remettre un maillot? Ça t'a aidé à... Si? Ah, des fois, quand C'est pas même, si clair. ouais, c'est pas si évident, hein. Je Ouais. me dis, des fois, quand mon boulot me saoule, allez hop, je pose tout, je vais me rentraîner et je me poserai moins de questions parce Mhm. que c'est plus physique et tu t'embêtes moins. Ah, elle Mais va peut-être revenir, non, Camille. Elle va après, peut-être quand je revenir. repasse au déplacement, à la vie d'équipe quand même, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en collectif? Mhm. Parce que, en fait, tu es obligé d'être ensemble sur le terrain, mais tu peux avoir des personnalités complètement différentes qui fait que tu supportes pas ta coéquipière, mais Mhm. pour Mhm. autant, T'es obligé tu de... es obligé de faire Mhm. avec. Mhm. Euh, On peut ne pas donc, s'aimer et être performante. Ouais. ouais, Mhm. voilà. Mhm. Donc, non, je reviendrai pas, mais y a des soupçons, des fois, comme ça, qui reviennent quand tu vois les JO et l'adrénaline ou les émotions.
les gens, là, quand ils montent sur le podium, que tu entends la Marseillaise, que de gagner devant une foule, ça, c'est des émotions qu'aujourd'hui, que je ne retrouverai jamais dans une vie lambda. Et là, tu as complètement plié, tu n'as même pas repris dans un petit club qui te permette de courir, de transpirer, de retrouver un petit peu de public. Si, un peu. J'ai rien fait pendant 2 saisons, je crois. Et là, depuis septembre, je m'entraîne quand j'ai envie, dans une démarche purement égoïste. Ça commence comme ça. Puis après, Non, mais dans une démarche purement de garder un peu de forme physique, d'équilibre. Et je m'entraîne des fois à Saint-Martin-d'Air en NF3. Et il y a des anciennes coéquipières aussi du BCTM, de Voiron. D'accord. Donc c'est aussi facilitant. Je crois qu'elles sont dans la poule des... Non, elles ne sont pas Du dans la poule BC... des U20, là du Oui, BCTM. du BCTM, ouais, tout à fait. Donc ça. c'est un gros match, de ce que j'ai compris. Oui. C'est un gros match parce qu'il y a les jeunes, il y a les espoirs du BCTM qui sont confrontés à cette équipe, c'est ça? Oui, tout à fait. Compris, et puis c'est un petit derby. Comme BCTM et Voiron peuvent l'être en Ligue 2, c'est match BCTM en F3 et c'est toujours des matchs très sympas. Mais tu vois, ça, jouer un derby, c'est des choses où les matchs de derby ont une saveur particulière. Parce que les salles sont souvent pleines, il y a une rivalité de territoire, même s'il n'y en a pas entre les joueuses. Et du coup, c'est toujours savoureux. Et ça, c'est des émotions qui, dans la vie classique, en tout cas aujourd'hui, de mes quelques années de retraité, je n'ai pas retrouvé. Et puis pour moi, je trouve ça... Pareil, je suis extérieur du basket, mais je le vis un peu de l'intérieur en accompagnant des joueuses et en côtoyant des membres du staff. Pour moi, c'est une émulation aussi de la région, une émulation, et ça vous tire vers le haut. Moi, je trouve que les deux clubs ont une belle identité, et je trouve ça, après, des identités qui sont propres, singulières, probablement. Et je trouve du que ça coup, vous tire vers le haut, quoi. Ouais, ça tire vers le haut. Et je pense que l'avantage, c'est qu'il y a des joueuses qui peuvent se retrouver à Voiron et s'épanouir à Voiron, et d'autres peut-être pas, et qui s'épanouiront au BCTM. Il y a 2 cultures différentes quand même, il y a 2 identités différentes. D'accord. Et c'est pas la même manière de travailler. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure ou moins bonne que l'autre. Ça veut juste dire... C'est super et moi, intéressant à observer. voilà. Et je crois à ça, qu'il y a des clubs aussi qui correspondent à des joueuses. Et c'est pour ça qu'il y a des joueuses qui restent longtemps, parce qu'elles sont épanouies à la culture, au territoire. Donc ça, c'est aussi positif. Bon, Camille, le temps passe très vite. C'est clair. On a déjà passé 1 heure là. Tu as une particularité, une singularité sur laquelle je souhaite revenir. C'est ton rôle. Tu as longtemps été capitaine, je crois. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle de capitaine pour une équipe? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel était ce rôle? Quel était ce rôle? En tout cas, c'est pas évident en fait de répondre, parce que forcément j'ai cheminé aussi. Et la vision que j'en ai aujourd'hui n'est peut-être pas celle que j'incarnais à l'époque. Parle-nous des 2 visions. Quelle est la différence peut-être? Pour moi aujourd'hui, je vois vraiment le rôle de capitaine comme quelqu'un qui peut être trait d'union, faire le lien entre le staff et les joueuses. Quelqu'un qui soit en capacité de qui soit bon orateur, qui soit en capacité de communiquer. Voilà, pour l'état d'esprit aussi collectif, pour bien faire le lien entre ces 2 entités, même si, parce que dans l'équipe, ça peut des fois être scindé. Je dirais qu'il y a quelque chose aussi de l'exemplarité, de pouvoir peut-être tenir aussi un cadre. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais... je sais pas, rappeler l'heure à laquelle on part, rappeler voilà, comment on s'habille, enfin des choses vraiment très pratico-pratiques. Quelqu'un qui va pouvoir saisir des enjeux, qui a de la vision. Mais je pense que des fois, il peut y avoir un mélange entre capitanat et leader d'énergie. Pour moi, quelqu'un de capitaine, c'est pas toujours le leader qui va mettre l'énergie, qui va impulser ça. Voilà, et c'est pas non plus celui qui va mettre 40 points tous les week-ends. Je dissocie vraiment, vraiment ça. On parle du rôle d'une fonction de capitaine, en fait. C'est vraiment une tâche. Alors que le leadership, c'est plutôt le leader. Il y a plusieurs
type de leader déjà? Quels sont les types de leaders que tu as pu rencontrer dans ta carrière? Et Les leaders lesquels? d'énergie, il y a Ouais, des gens vraiment, c'est des boosters d'énergie. Et ça, c'est Camille Droguet, par exemple, qui joue aujourd'hui à Basketland, qui est passé par le BCTM. C'est quelqu'un qui a toujours de il n'y a pas l'énergie. sa sœur qui joue là? Si, Ouais, tout à fait, il y a Marussia. d'accord. Voilà, il y a des leaders de scoring, donc plutôt dans la concrétisation de ça. Mhm. Il y a des leaders négatifs aussi. D'accord. Des gens, Exemple? Enfin, des gens qui broient souvent du noir, qui vont plutôt voir le verre à moitié vide plutôt que plein, qui vont même dans la réussite voir ce qui n'a pas été. Donc je pense qu'en effet, il faut être critique, et ça fait partie c'est nécessaire pour évoluer et faire avancer les choses. Mais il faut faire attention à ne pas être que dans le noir, et que dans une vie de groupe, quand tu perds, tu as un leader négatif qui est nourri, en fait, ça peut vite arriver à on perd la confiance, à amplifier. Ouais. D'accord. Voilà. Toi, dans ton parcours, combien de temps tu as été capitaine du coup Pas la moindre idée. Je sais pas. Je serais incapable de te dire. Dans ton parcours, est-ce que tu t'appuyais, dans ce rôle de capitaine, tu t'appuyais sur des leaders justement? Et quels étaient-ils? Comment tu les identifiais? Avais-tu conscience que tu avais dans l'équipe des soutiens, des appuis? Je pense qu'il y a quelque chose qui était plutôt inconscient. Ok, c'était pas vraiment construit. Ouais, c'était pas vraiment construit. Et pour le coup, je pense qu'on avait une vision très différente entre Mike le coach et moi dans le rôle de capitana. Ok. Je pense que c'était... Tout n'était pas clair, c'est ça? On est des personnes différentes, et du coup, je pense qu'on mettait pas toujours la même chose sous la notion de capitaine. Ouais. En tout cas, la première année. Après, on a appris à se connaître, et on a... la première année où j'étais capitaine, et où on a clarifié peut-être certains aspects. Ok. Il y avait des attentes de son côté, peut-être? Ouais, je pense que par exemple pour Mike, il attendait vraiment que je sois un leader d'énergie, chose à laquelle je pensais pas pouvoir répondre. Ok. Donc il y a aussi peut-être ça, la vision du coach. Qu'est-ce que le coach attend d'un capitaine, et qu'est-ce que l'équipe attend d'un capitaine? Bien sûr. Et tout repose pas sur le capitaine, donc tout ne doit pas reposer sur le capitaine. Mais moi, je pense que j'étais plutôt la force tranquille. Voilà, quelqu'un de plutôt sereine. Ce leader d'énergie, vous avez réussi à la faire émerger? Ouais, je pense qu'il y avait d'autres joueuses qui ont pu apporter ça. Ok. Voilà. Y avait-il d'autres profils en termes de leadership, en termes de que tu arrives à social, des gens qui, tout à fait, il y a des gens dans l'équipe qui ont cette capacité à fédérer, à faire du lien, à animer la vie du groupe, en dehors du terrain, bien sûr. Moi, je pense que j'étais pas très bonne du tout. Il y a des gens qui sont doués pour ça, et il faut de tout pour faire une équipe, et c'est là où le rôle du coach dans le recrutement, il est aussi important. C'est un équilibre. Tout à fait. Ok, tu as d'autres choses à nous évoquer sur ce thème de capitanat, de leadership, voilà, quelles sont les qualités d'un capitaine selon toi, puisque ça c'est très subjectif, je suppose. Ouais, tout à fait. Quelles sont les qualités selon toi d'un capitaine? Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui communique. Savoir communiquer, écouter, reformuler, gérer aussi parfois, désamorcer des conflits. Quelqu'un qui a une capacité d'être transparent aussi. C'est une posture finalement, peut-être, de bienveillance et d'écoute. Ouais. Dans communication, il y a forcément de l'écoute avec différents publics, le staff, les coéquipières. Et puis faire le lien, c'est ça que tu es en train de dire? Voir les arbitres éventuellement, je sais pas. Moi, pour le coup, ça, non. Non, c'est vrai. Pour moi... Tu n'avais pas de poids sur l'arbitrage? Mais qui a du poids sur l'arbitrage? Non, je pense que j'ai mis du temps à l'apprendre.
Mais en fait, quel arbitre a déjà changé sa décision? Ça n'est jamais arrivé. Enfin, Ouais, peut-être qu'il peut se faire influencer, enfin, avec un échange habile, une posture habile du capitaine, je sais pas. Je sais pas. je sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours l'impression que en tout cas, aller dans ça, ça prend plus d'énergie que ça ne. Il faut pas avoir d'attente Ok. et que ça peut prendre Ouais, plus d'énergie que sur un match que ça va ne rapporter. ok, tu peux vite sortir de ton match, quoi. Ouais, moi en tout cas, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres besoins, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Et après, il y a des arbitres qu'on voit tous les week-ends, enfin régulièrement, donc forcément, finalement, on se connaît et on va discuter plutôt de pro à pro. Mais voilà, je dirais pas tant ça. Après. C'est aussi capitaine sur un terrain, c'est pouvoir regrouper ses joueurs quand ça va mal, pouvoir pousser une petite gueulante, Recadrer, mettre le cadre finalement. Ouais. C'est ce que tu disais. Tout à fait, de temps en temps. Et aussi à l'inverse, dire quand c'est bien, quand on est fier, et porter la parole du groupe. Quand dans les vestiaires, le coach il demande un débriefing et qu'on n'est pas d'accord avec le coach, je pense qu'il y a aussi un enjeu d'être porte-parole. Ok, porte-parole. De ça. Et c'est pas évident, mais qu'est-ce qui est du perso, ce que je pense, et qu'est-ce que l'équipe pense aussi. Avoir du discernement. Ouais, d'accord. Tout à fait. Ok. Et revoir éventuellement ses postures, ta propre posture, pour la corriger en fonction de l'idée du groupe, quoi. Ouais, de l'adaptation. Carrément. Ok. Parce qu'on peut penser quelque chose, mais en fait, si les 8 autres joueuses pensent autre chose, en fait, c'est la voix du groupe qui doit passer avant ça. En termes d'ego, d'affirmation de soi aussi, il faut savoir faire de la place et t'es pas là que pour toi. Et effectivement, en tant que capitaine, t'as tout un groupe derrière toi, quoi. Ouais. En fait. Tu représentes un peu l'équipe. Ok. Alors justement, par rapport à cette thématique de leader, de capitaine, de leadership, suite à ta transition professionnelle, quel transfert tu as pu constater entre ce que tu as appris sur les terrains de basket, tout ce que tu as pu développer, et aujourd'hui ta vie en entreprise, donc au CCAS, c'est ça? Pour moi, il y a vraiment énormément de choses. Puisque quelque part, tu es devenue une nouvelle capitaine au CCAS, donc c'est quoi ton rôle? Moi, aujourd'hui, j'encadre une équipe, je gère un service social, donc avec une dizaine de personnes sous ma responsabilité. Une petite équipe de basket, avec des leaders, avec des fonctions, des rôles différents. Ok. Pour moi, il y a vraiment énormément de choses qui se transposent de la vie du basket, ce qu'on peut apprendre sur les terrains dans cette carrière à la vie professionnelle future. La discipline, la résilience, le fait d'avoir des objectifs, des contraintes de temps, se dépasser, la performance, comment je suis performant à un moment donné sur une mission spécifique, la capacité à s'adapter, à aller de l'avant, à rebondir, à faire équipe aussi, parce que d'organisation, faire équipe dans une vie professionnelle, c'est très rare qu'on soit tout seul à un endroit, souvent il y a aussi un collectif. Donc il y a beaucoup de liens. Et est-ce que tu penses que ce que tu as vécu pendant toutes ces années sur les terrains de basket t'aide aujourd'hui à être qui tu es dans ton taf, dans ton travail? Pour moi, c'est indéniable. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans cette carrière et sans ce que j'ai connu dans le basket. Et carrière avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas joué en ligue féminine. Donc j'ai pas joué en équipe de France professionnelle. Pour moi, la notion de carrière, elle appelle de l'humilité. Mais à 30 ans, je gère une équipe de 10 personnes, des gens qui ont 60 ans. Donc forcément, ça m'a amené beaucoup de maturité et des expériences de manière très condensée. Et oui, je pense que c'est mes fondations. Et ça, dans le cadre d'un transfert, d'une fin de carrière, en fait, d'une reconversion, chercher le mot, je trouve que ces compétences que développent les sportifs ne sont peut-être pas tellement mises en avant, en fait. Et le sportif lui-même n'a pas conscience, il se sent un peu démuni si c'est pas préparé en amont, s'il n'y a pas un bilan de compétences qui a été fait et tout, il se sent peut-être un peu démuni de plonger dans l'autre univers de l'entreprise sans être en conscience de toutes ces compétences
qu'il a pu développer? Ouais, moi, c'est un sujet sur lequel je suis assez sensible de voir en fait tous ces joueurs, quel que soit le sport, qui mettent fin à leur carrière et en fait qui perdent le sens. Enfin, moi, mon compagnon a aussi un parcours de sportif de haut niveau. Ok. Et du coup, on a un ami commun qui en fait a arrêté sa carrière et a fait une dépression, tentative de suicide, etc. Mhm. C'est pas un cas isolé. Ok. Il y a beaucoup de sportifs qui, quand ils arrêtent, ils perdent du sens Bien sûr. à leur vie et il faut reconstruire Et des voir choses. une identité, quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'est Et c'est sans, ce qu'on se disait. ouais, Ouais. sans nourrir le socle de qui on est Mm. vraiment, quelles sont Ouais. nos forces, nos Et puis, valeurs. c'est pas la même chose quand tu vas dans un gymnase et que tu es joueur sur le terrain et quand tu rentres dans un gymnase et que tu es un joueur retraité. Mm. Les étoiles dans les yeux des gamins, c'est pas les mêmes. Les gens qui viennent te saluer, c'est pas les mêmes. Donc, la reconnaissance liée à l'ego Mm. n'est pas la même non plus. Bien sûr. Et donc, moi, je suis convaincue qu'il y a vraiment besoin de travailler ça. À Mais quel moment, à euh, ton avis? pour moi, il faut que ça s'anticipe un peu. Ouais. Je pense que c'est compliqué d'arrêter de tout au tout sans rien et de travailler ces phases transitoires. Mais tu me réinviteras, Rémi, parce que dans mes projets futurs, j'aimerais bien travailler sur cette question-là, D'accord. d'accompagnement personnel D'accord. sur ce sujet. Ah ouais. Ah oui, donc anticiper pour gérer cette reconversion en sachant que certains cas, la carrière s'arrête sur des blessures Ouais. brutalement. Et donc là, l'un des conseils, effectivement, moi, de notre échange, là, c'est vraiment faire une place dans cet environnement professionnel, à réfléchir à ce que je pourrais être après, quoi. En Et tout très cas, tôt, quoi. tout à fait. Même sans le faire, moi, je l'ai fait, mais je pense pas que ça soit la bonne idée pour tout le monde. Et c'est pas ce que je dis, mais je pense vraiment qu'il y a besoin d'anticiper, de se dire, sans le sport, qui je suis, et de quoi j'ai envie, et vers quoi de quoi j'ai besoin pour atteindre cette envie-là. Et ça peut être, en effet, comme tu disais, faire un bilan de compétences. Juste se renseigner, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait me plaire, d'aller faire quelques stages d'immersion, parce que souvent, s'ouvrir à l'extérieur. s'ouvrir. Voilà. Comme tu dis, on est dans un vase clos, en fait, Ouais. entre vous et aller chercher, ouvrir les fenêtres, quoi, aller chercher les choses à l'extérieur. Tout à fait. Moi, j'ai fait un bilan de compétences. D'accord. À quel moment? Quand un an après le lycée. D'accord. En fait, je savais Donc pas assez trop tôt. assez tôt, mais je savais pas trop quoi faire Ok. et du coup, c'est ce qui m'a pas mal guidée. Ok. Et je pense que c'est essentiel de recommencer à réfléchir à ça. Ah ouais, je crois que ça fait partie de cet équilibre, quoi, en fait, hein, que Ouais. tout ne repose, tous les œufs ne soient pas dans le même panier, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que et ça peut être vrai pour certaines personnes, mais il y a des personnes qui sont joueurs, qui arrêtent et qui deviennent coach, ou kiné, ou ostéo, ou général manager. Mais moi, ça m'interroge toujours de me dire, est-ce que c'est par la force des choses ou est-ce que c'est vraiment leur choix personnel? Et je trouve que c'est quelque chose là qu'on observe vraiment en Ligue féminine, où il y a beaucoup d'anciennes joueuses qui sont devenues général manager des clubs. Et c'est vraiment quelque chose où, voilà, dans un monde utopique, j'aimerais beaucoup les questionner là-dessus de est-ce que c'est leur choix ou est-ce qu'il y a quelque chose où on l'a construit et finalement elle reste dans ce cocon-là parce que sans ça, elle n'existe pas autrement. Un chemin qui est plus facile finalement, Ouais. entre guillemets. Hein. Oui, bien facile sûr. parce que l'environnement est là, parce que les contacts sont là, mais est-ce que ça correspond réellement à la personnalité? Ouais, je comprends. Et après, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compétentes dans ce qu'elles font, et certainement même qu'elles le sont parce qu'elles connaissent l'environnement, elles connaissent les joueuses, la vie dans le sport de professionnel. Mais voilà, c'est ma petite interrogation. Ok. Bon, on va clôturer. non, tout doucement. J'aimerais avoir Enfin, merci pour toutes ces précisions. Et voilà, c'est super riche, effectivement. Et c'est des sujets très intéressants. On parle beaucoup de burn-out du sportif, de santé mentale, enfin, voilà, de dépression. C'est un peu tabou jusque-là. Bon, ça tend à se libérer, la parole. On en parle de plus en plus. Et
Il y a une autre dimension qui vous est propre, le sport au féminin. Quel regard tu as sur le Mm. sport au féminin aujourd'hui? Euh, Moi, je trouve que c'est quelque chose qui évolue plutôt favorablement. Déjà, euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus médiatisé, que la fédération, en tout cas pour le basket, elle structure un peu plus des choses pour que ce soit au niveau de la rémunération, des parcours, pour essayer d'atteindre un certain niveau de professionnalisme similaire aux hommes. Mhm. Mais il y a encore beaucoup de retard. Mhm. Et j'espère que, typiquement pour le BCTM, qui est le seul club de l'agglomération de grenobloise, Du bassin grenoblois? ouais, du bassin Mhm. grenoblois, c'est un sport qui est en deuxième division, au même titre que le rugby, que le foot. Mhm. Et je me dis, c'est dommage que ça n'ait pas la même visibilité. Mhm. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses Mhm. à développer. On invite le public donc à Ouais, venir voir jouer carrément. le BCTM, le public grenoblois là, à se déplacer, à venir Venir voir ce encourager que c'est, les ouais. filles. Et il y a de l'engagement, il y a du rythme, il y a de l'animation. Voilà, c'est un réel spectacle, quoi. Enfin, Tout à c'est, fait, c'est un show, c'est un show. c'est des joueuses qui s'entraînent. Et puis, je pense que des fois, chez les garçons, on peut retrouver la dimension physique très individualiste, du 1 contre 1, des choses sur le terrain qui sont marquées par le joueur. Alors que, en tout cas, de ce que j'observe au BCTM, il y a quelque chose de plus collectif et des gens qui sont amateurs de collectif, de jeu, de stratégie. Ok, Ils trouveront plus son compte dans un club féminin, je ok, pense, ok. que masculin. Donc l'engouement, plus de visibilité par Ouais. rapport au sport féminin, plus de moyens, Plus de forcément. moyens, Ouais, plus de ouais. visibilité, oui, il y a encore besoin de développer. Les axes de développement, t'enverrais. Enfin, qu'est-ce qui vous aiderait en fait Des partenaires, des partenaires? Mm. des partenaires, des gens qui souhaitent s'engager Mm. pour porter justement et mettre. Et puis faire rêver des jeunes filles comme tu as été dans les villages les plus reculés de France et de Navarre. Ouais. Faire rêver les jeunes filles, quoi, en fait. Les jeunes filles, puis le sport, même si Milan, c'est sur l'agglomération grenobloise, ça peut avoir une connotation un peu d'élite, Mm. en tout cas favorisée Mm. Ouais. sur ce territoire-là. Je pense que le sport, ça reste quand même un outil, Un bon vecteur. un beau vecteur de valeurs sociales, d'interculturalité, de Mm. partage, de solidarité, de tolérance dans une période où notre société, elle en manque Ouais, cruellement. je comprends. Ok, merci pour ça. Les enseignements de ta carrière, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce que tu souhaiterais mettre en avant? Selon toi, c'est pas évident, je te prends de court. Tu me prends de court. Ouais. Selon moi, Quel regard tu portes tout simplement sur cette carrière, maintenant que tu la vois dans le rétroviseur? derrière, je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante à ma famille de m'avoir permis de m'accompagner et de ne pas m'avoir mis des portes fermées, enfin de m'avoir justement ouvert les portes et de m'avoir soutenue dans ça. Accompagné. Ouais, même si c'était l'inconnu pour eux. Et enfin, j'ai quitté Nîmes à 10 ans, quoi. Donc, quelque part, c'est une preuve d'ouverture d'esprit, ouais, quand même. bien sûr. Ouais. Bien sûr, ils sont passés au-delà de leurs inquiétudes pour m'accompagner. Donc, je dirais ça. La reconnaissance envers mes familles, envers quand même le système de sélection, de repérage, d'accompagnement, les structures, de mettre les moyens pour que tout ça ce soit possible, envers les coachs aussi. Donc moi, je suis plutôt reconnaissante. Okay. J'ai fait une petite fête de retraite et en fait, j'ai beaucoup remercié les gens parce que sans eux, sans tout ça, ça n'aurait pas pu être. Okay. Voilà. Ok. Et si tu avais un mot, un message à délivrer à cette petite Camille là qui était, qui commençait à quitter le nid. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette petite Camille qui est partie très tôt en fait, à 12 ans, dès 12 ans. Ouais, c'est ça. J'y dirais lance-toi,
Lance-toi et confiance. Ouais. Avoir la foi en l'avenir, en ce que la vie réserve. Donc voilà, lance-toi, avoir et confiance alors je ne sais pas comment le dire positivement, mais n'aie pas honte de qui tu es. Assume-toi. Ouais. Assume-toi. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Ouais. Tu es une belle personne. Enfin, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça. Et comment on peut voilà. dire à un enfant de 12-13 ans, aie confiance. Ouais, qu'est-ce que ça, comment il peut percevoir ça? Alors, s'il se pose pas de questions, il y va. Mm. Mais comment on peut l'aider à renforcer cette confiance, à développer cette confiance? C'est pas évident. Est-ce que c'est pas simplement l'encourager à vivre toutes ces Ouais. expériences et à s'enrichir à travers ces expériences? Plus on va vivre d'expériences, plus on Ouais. sera... Et à vivre le moment présent, plutôt que d'être dans l'expectative du futur, de se dire, ouais, voilà, je vis je prends ce que j'ai là, à saisir les opportunités, à vivre ce moment-là. Et peu importe que tu ailles à l'INSEP, peu importe que tu ailles là, voilà, En sachant que c'est une période où tu as plein de rêves, malgré tout. Il rêve de NBA, il rêve de ouais. plein de choses. Mais la carrière, il n'y a pas qu'un seul chemin pour Ouais, y arriver. ouais, ça c'est important. Et Il n'y a pas qu'un seul il n'y a chemin. pas qu'un seul chemin. Ouais. Et l'INSEP, c'est peut-être le chemin fédéral, mais il y a plein de joueurs qui sont arrivés sans passer par ça. Ok. Et moi, je crois que il faut trouver son chemin. Et le sien n'est pas le même que celui de son copain, parce qu'on n'est pas mature au même âge, on n'a pas les mêmes histoires. Donc il y a une notion de comparaison, éviter la comparaison, vivre, donc assumer, c'est ce que tu disais, Ouais. vivre sa propre, Ouais. son propre parcours. Et d'accord, il n'y a pas qu'un chemin. Ouais, je crois que Ouais. c'est une belle conclusion. Ouais, pour cet entretien. Tu as d'autres choses Non, c'est tout bon. à préciser, à apporter Non, pour merci. clore ce... Merci beaucoup pour l'acceptation de cette invitation. Merci de nous avoir accueillis ici. Non. Et puis je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Au plaisir de te rencontrer au bord des terrains. Et puis plein de belles réalisations à travers ta nouvelle équipe au CCAS. Eh dans ben, ta merci nouvelle beaucoup. carrière. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Ciao.